Midi en France est à Épinal, dans les Vosges, beau département de forêt, mais belle ville également. On se retrouve tout de suite pour en parler sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue à Épinal. Épinal dans les Vosges, on est dans la rue de la Basilique, sur le parvis de cette belle basilique Saint-Maurice, pour vous accueillir dans cette ville. Et c'est pour sillonner Épinal et sa région, nos deux chroniqueuses sont sur le terrain et Elena Morna est dans les rues d'Épinal. Elle nous fait découvrir les deux rives de la Moselle, la rivière qui traverse cette ville. Bonjour Elena. Salut Vincent, bonjour à tous. Alors sur le pont piéton d'Épinal, ce qui est sympa, c'est qu'on y danse, mais c'est surtout qu'on bascule d'un univers à l'autre. Rive droite, ambiance médiévale. Rive gauche, atmosphère d'après-guerre et son architecture des années 50 qu'on va visiter ensemble tout à l'heure. Merci Elena, tout à l'heure. De son côté, Hélène Gâteau, notre dame nature du jour, est à une trentaine de kilomètres ici. Elle fait une promenade naturaliste dans la forêt vosgienne. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'enfiler ma casquette, enfin plutôt mon bonnet de naturaliste. Je vais pénétrer dans cette forêt à la recherche d'indices qui vont peut-être nous mettre sur la piste d'animaux sauvages. Et puis nous verrons ensemble qu'une gestion raisonnée de cette forêt sert aussi à préserver l'habitat d'animaux menacés de disparition. A tout de suite. Merci Hélène, on se retrouve dans un petit instant. L'invité de l'émission aujourd'hui, c'est un auteur régional devenu écrivain international grâce à un livre. Le liseur du 6h27, c'est Jean-Paul Didier Laurent qui viendra nous parler de sa région qu'il connaît parfaitement. Un autre qui connaît parfaitement sa région, c'est Régis Godu, notre camarade de France 3 Lorraine. Et croyez-moi, il va démarrer l'émission en nous plantant le décor, Régis. Je plante Vincent et tu viendras récolter dans un instant. Bienvenue donc à Épinal, préfecture des Vosges, un des 10 départements de la région Grand Est, né de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. Le Grand Est compte 5 559 051 habitants réunis sur 57 433 km². C'est aussi une région frontalière la plus importante en France puisqu'on dénombre 4 voisins européens, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse. C'est la première région française en nombre de communes avec 5 152 au total. On est plutôt jeune, donc dynamique dans le Grand Est puisque 30% de la population a moins de 25 ans. C'est quand même pas mal. Et puis en arrivant, tu as pu voir que nous étions entourés de forêts. Eh bien, c'est une richesse, car près de 80% du territoire est dédié à l'agriculture et à la forêt. Bienvenue, Vincent. Salut Régis. Trouvez immédiatement Elena Morna, notre camarade qui est dans les rues d'Épinal et qui nous fait déjà visiter la ville côté rive droite, Elena. Et cette rive droite, Vincent, c'est le centre-ville, c'est le cœur en fait de cette ville fondée en 980. Vous vous rendez compte, 10e siècle. Vous pensez que j'allais vous raconter son histoire? Non, c'est pas moi, c'est Yves. Bonjour Yves. Bonjour Elena. Alors nous sommes au 10e siècle lorsque cette ville est fondée, Épinal. Pourquoi et par qui? Alors Épinal est fondé par un évêque de Metz à qui appartenait le territoire ici sur les bords de la Moselle. Et c'est ça l'élément important ici qui a permis de rassembler des habitants. C'est la Moselle, la rivière qui coule au milieu du site d'Épinal. Alors quels sont les monuments qui remontent à cette époque? Je crois qu'il y a la basilique en pierre des Vosges avec le grès rose et blanc. C'est bien le monument le plus ancien? Alors effectivement, l'église Saint-Maurice, devenue basilique par la suite, date du XIe siècle pour les parties les plus anciennes, mais qui a été agrandie et refaite au XIIIe siècle avec plusieurs styles, une tour de style rhénan, un beffroi monumental de style rhénan, la nef de tradition bourguignonne et un chœur dit de type champenois de la fin du XIIIe siècle. Alors ici, nous sommes dans la rue du Chapitre qui mène justement à la basilique Saint-Maurice qui est juste derrière nous. Et alors ce que j'aperçois sur les maisons, ce sont des plaques de marbre avec des noms inscrits. Alors ici, dans cette rue du Chapitre, habitaient ce que l'on appelle les dames chanoinesses, donc une communauté de dames nobles qui assistaient aux offices dans l'église et qui se retrouvaient dans leur maison une fois les offices terminés. Elles venaient de toute la grande région, la Bourgogne, l'Alsace, la Lorraine, et donc ici habitaient dans ces différentes maisons. Donc on a inscrit leur nom effectivement sur ces plaques de marbre. Alors ce que j'aimerais savoir, Yves, vous êtes guide ici, la ville, vous la connaissez comme votre poche. C'est quoi le petit endroit qu'il ne faut pas manquer?
Alors ici, dans ce quartier, on a d'un côté les murailles de la ville et près de l'église, l'ancien cloître du monastère, donc, qui a été démoli après la Révolution, mais qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le patrimoine de cette rive, le château d'un côté et les murailles de l'autre côté. Alors pour la vue d'ensemble sur toute l'histoire de la ville d'Épinal, c'est simple. Vous empruntez ici cette rue de Chapitre et tout au bout, il y a justement le musée du Chapitre où vous connaîtrez tout, mais absolument tout d'Épinal. Merci Elena, on se retrouve dans un instant et j'accueille Jean-Paul Didier Laurent. Bonjour Jean-Paul, bienvenue dans l'émission. Alors Jean-Paul, on vous a fait venir parce que d'abord on aime votre littérature, mais surtout parce que vous êtes d'ici, vous êtes vosgien. Je suis vosgien, je suis des Hauts-de-Vosges, de la Bresse, mais j'ai beaucoup d'attaches sur Épinal parce que je travaille à mi-temps sur Épinal. Voilà. Donc vous connaissez bien cette ville. Oui. Et quels sont les atouts de cette ville? Quel est l'attrait d'Épinal? Moi j'aime beaucoup les villes au milieu desquelles passe un fleuve. Donc déjà Épinal j'aime beaucoup. Alors elles sont nombreuses ces villes. Hein, parce qu'en oui, général, il y en a beaucoup, il y a Besançon, souvent, il y en a plein en France. Ouais. Mais c'est même souvent bien sûr, mais ça donne un cachet particulier, j'aime bien ça. Et est-ce que c'est une ville qui est pour un auteur inspirante? Est-ce que vous pouvez y puiser dans la culture locale? Personnellement, tout m'inspire, moi. Ah bon, voilà. Donc, vous, les gens, la ville... Vous vous rendez compte, les Spinaliens? Tout m'inspire. Vous inspirez Jean-Paul. C'est beau, ça? Non, mais je ne cherche pas forcément en voyant quelqu'un. Je me dis, tiens, cette personne, je pourrais en faire un personnage de roman. Mais plus tard, ça peut servir, ça ressort. En attendant, on va retrouver Hélène Gâteau, notre naturaliste du jour, qui est en immersion dans la forêt vosgienne pour y chercher des traces d'animaux. C'est ça, Hélène? Oui Vincent, alors quand on recherche des indices de la présence d'un animal dans la nature, il faut s'armer de patience et avoir un sens de l'observation très aiguisé. Mais venez avec moi car on a trouvé quelque chose. Je dis on car je suis accompagnée de Michel Munier qui est naturaliste. Qu'est-ce que nous avons repéré là, Michel? Alors ici on a des indices de gelinottes, c'est les crottes, hein. C'est un petit gallinacé qui vit dans ces milieux et qui a dû se percher sur cette branche-là et qui a déposé ses crottes. Alors, une fois que vous avez repéré ça, qu'est-ce que vous faites? Je vois que vous avez du matériel avec vous. Oui, donc là, je note les coordonnées GPS. Sur mon calepin, j'ai noté le nombre d'indices, à peu près le milieu. Et les coordonnées GPS vont vous servir à quoi? Alors tout ça, ça va être placé sur une carte, hein, une cartographie informatique, ce qui va nous permettre d'identifier exactement les positions des différents oiseaux sur l'ensemble du massif. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les excréments qu'on a trouvés? Là, je vais les prélever. Hein, D'accord. Alors, hop, prélèvement d'excréments. Je vous rappelle que Michel œuvre pour une association, le groupe Tétra Vosges, qui s'attelle à préserver deux espèces essentiellement d'oiseaux, le grand tétras des Vosges et la gélinotte. Qu'est-ce qu'on fait des excréments une fois qu'on les a récupérés? Alors, ça va partir dans un laboratoire en Allemagne qui va permettre d'identifier au niveau de la génétique le nombre d'individus. Alors justement, grand tétras, gélinotte, on sera combien d'individus ici dans les Vosges? Alors, grand tétras, on a à peu près une cinquantaine d'individus, coq et poule confondus. La gelinotte, on connaît moins, mais peut-être autant, voire un peu plus faible. Ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres indices que les excréments qu'on peut trouver? Bien sûr. Ici, je vais vous montrer, là je vous ai amené des plumes de tétras trouvées donc, en été, au moment de la mue. Ici on a une plume de coq, et ici ce sont des plumes rectrices de poules. On peut trouver aussi parfois des coquilles d'œufs, dans la neige des traces qu'on ne remonte jamais, on les note au niveau GPS. Mais au-delà des indices, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un grand tétras des Vosges? Écoutez, ça fait maintenant près de 50 ans que je fais le suivi de cette espèce. Alors dans les années 70, 80, même 90, oui, bien sûr. C'était au moment du chant, il fallait se mettre en affût, sous des sapins, pour ne pas bouger. Des affûts qui durent à peu près 18 heures. Et attendre, parfois, c'était des affûts, on ne voyait pas les oiseaux. Puis un jour, voilà, on pouvait avoir un spectacle assez extraordinaire. Mais c'était quand même rare, et il fallait prendre énormément de précautions. L'engagement de toute une vie pour Michel. On se retrouve tout à l'heure, on va parler de l'habitat qu'il faut préserver de ces oiseaux. A tout de suite. Merci Hélène, on se retrouve dans quelques instants. Jean-Paul, cette balade dans la nature, dans la forêt vosgienne, qui est carrément le loisir principal ici dans les Vosges, bien entendu, ça vous prend parfois, ça vous gagne d'avoir besoin d'aller dans la forêt? J'ai souvent besoin de ça, oui, pour m'aérer non seulement physiquement, mais mentalement. Ça fait un bien fou. J'adore marcher et la marche n'empêche pas de penser, donc ça me permet de dérouler des idées quand j'ai une idée de roman, par exemple. Régis, oui, Vincent. Il me semble qu'il y a un photographe ici dans la région qui s'est rendu célèbre dans le monde grâce à ses clichés. Vincent Munier?
Exactement. Ouais. Tu peux nous en parler? Oh, je peux même te parler des animaux autour de lui. Parce que franchement, les Vosges, c'est quand même un terrain de jeu inépuisable, privilégié pour un photographe animalier comme Vincent Munier. Pourquoi? Parce que dans ce massif vosgien vivent un très grand nombre d'espèces. On peut côtoyer ainsi le lynx, un animal emblématique de la région. Petite anecdote, la première photo du lynx, c'est le papa de Vincent Munier qui l'a réalisé. C'est un cliché rare. Jean-Paul, vous connaissez le travail de Vincent Munier? J'ai eu quelques aperçus de ces photos et c'est grandiose. Il fait des choses, les semaines, les mois de travail pour un seul cliché parfois, il faut une patience, une passion surtout. Oui, et puis alors on dit souvent, c'est ça qui est terrible dans la photo animalière, vous attendez pendant des heures, vous allez vous lever 5 minutes pour vous dégourdir les jambes, c'est à ce moment-là que c'est l'animal qui décide. Hein. C'est l'animal qui décide. C'est lui le roi. En tout cas, moi, je lui conseille d'emporter la fissure dans la planque, s'il y a parce que quand on attend longtemps comme ça, il faut bouquiner. Il faut avoir un œil dans l'objectif, mais aussi on peut avoir un œil sur le bouquin. C'est le dernier livre de Jean-Paul Didier Laurent qui nous a apporté alors une visite dans un monde un peu imaginaire, là, toujours avec ce côté un peu forestier, parce que le nain de jardin était un personnage important de ce livre. C'est un des personnages du roman, oui. Un monde imaginaire, mais qui démarre dans la réalité, parce que tout part d'une simple fissure sur un mur de maison. Et après, c'est l'imagination au travail. La découverte de cette fissure va chambouler complètement la vie du personnage. On parle d'un site incroyable, un site archéologique, pas très loin d'ici, Régis. Grand. Le village de Grand. Bien nommé. La Gallo-Romaine. La Gallo-Romaine, c'est comme ça qu'on surnomme ce village, car quand vous arrivez, vous êtes subjugué par les vestiges d'un amphithéâtre gallo-romain. 17 000 places. Il est dans le top 10 des plus vastes dans le monde. Oui, il y a eu des belles rencontres de football à l'époque gallo-romaine. Oui, de gladiateurs aussi. Parce que si vous rentrez là, vous pouvez vous imaginer en gladiateur, par exemple, parce qu'une partie de ces gradins ont été reconstitués en bois. Mais le charme opère toujours quand on navigue au milieu de ces magnifiques pierres. Autre héritage également magnifique de cette période de l'Antiquité, une mosaïque de 224 mètres carrés. C'est énorme. C'est un véritable fleuron de l'archéologie dans la commune. Elle comporte une scène de la comédie latine, celle du berger ou du pèlerin qui demande audience auprès d'un prêtre d'Apollon, puisque Apollon a donné son nom à la commune, puisque Granus, c'était le surnom d'Apollon. Bon, après cette évocation de l'antiquité de la ville et de la région, on va découvrir l'Épinal plutôt contemporain avec Elena Mornac qui est de l'autre côté de la Moselle dans un quartier plutôt moderne. C'est vrai Vincent, qu'en basculant de la rive droite médiévale à la rive gauche, je vous propose un bond dans le temps. Alors en fait, pour tout vous dire, je suis ici sur une île, entre les deux bras de la Moselle. La rive gauche est juste ici. Une rive gauche qui a été aménagée bien plus tard, au 19e siècle. Pour autant, la construction est beaucoup plus contemporaine. On en parle justement avec Romaric. Bonjour. Bonjour Elena. Alors, je parlais de cette ambiance médiévale à droite, plus contemporaine à gauche. Mais bon, c'est pas tout à fait 19e, c'est beaucoup plus récent ici. Effectivement, puisque au cœur de la rive gauche, on trouve la gare. Et la gare a été profondément détruite pendant la Seconde Guerre mondiale à cause des bombardements américains. Donc, à la fin des années 40, début des années 50, on a commencé la reconstruction de la ville et c'est pour ça qu'on retrouve autant de cette architecture. Alors, une architecture des années 50, qu'est-ce qui la caractérise ? Alors cette architecture, ce qui la caractérise principalement, ça va être le côté plan d'urbanisme vu d'ensemble. On n'a pas construit tous séparément, on a vraiment essayé d'imaginer les quartiers dans leur globalité, en créant des nouveaux axes routiers, en créant de la place pour les voitures, mais également en uniformisant les façades, en mettant des axes de symétrie, en mettant des rappels architecturaux, des balcons, des corniches, des choses comme ça, de manière à vraiment avoir une vue d'ensemble du quartier avec un certain esthétique. Romaric, en face, il y a la basilique, la belle basilique. Mais alors ici, côté rive gauche, on a quand même une église remarquable. Effectivement, puisque sur la rive gauche, à côté de la gare, on trouve l'église Notre-Dame-au-Cierge, qui est un édifice édifié à la fin des années 50, donc un édifice de la reconstruction, puisque l'ancienne église avait été détruite par les bombardements. Et donc, pour ce nouvel édifice, on va utiliser le béton armé, ce qui va permettre vraiment de faire de grandes verrières, beaucoup de lumière à l'intérieur. Et pour ça, on va faire appel également à un maître verrier, Gabriel Loire, qui va réaliser donc toute une série de vitraux, et notamment un grand vitrail de la Vierge de plus de 180 mètres carrés.
Je vous l'avais dit, Épinal, c'est la ville aux deux visages. On a vu la rive droite médiévale, ici, côté rive gauche, eh bien c'est une Épinal moderne, une Épinal harmonieuse, une Épinal qu'il faut découvrir. Le fort d'Uxionnier, effectivement, c'est l'exemple type de l'évolution des techniques de fortification entre 1870 et 1914. À 6 km au nord-ouest d'Épinal, il doit permettre en 1874 de défendre la nouvelle frontière entre l'Allemagne et la France. Il est composé d'une ligne de 16 forts sur 43 km. Le fort d'Uxionnier est modernisé en 1894 avec l'utilisation d'un béton spécial pour le renforcement d'une partie de la caserne centrale. En 1910, avant la Grande Guerre, on le renforce en béton armé et on installe des tourelles cuirassées. Il va survivre à tous les conflits jusqu'en 1960, date à laquelle il va être abandonné. Il est aujourd'hui sauvegardé et protégé par une association depuis 1990. Alors Jean-Paul, le patrimoine tant architectural, militaire, comme on le voyait avec le fort d'Uxionnier, ça vous inspire? Ça peut inspirer. C'est toujours des lieux à la fois émouvants et après les monuments. Oui, c'est moins votre truc que la forêt. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière les monuments toujours. Donc ça peut inspirer ou ça peut donner envie de chercher ce qu'il y a derrière ces monuments. Merci beaucoup Jean-Paul. On va immédiatement retrouver Hélène Gâteau, notre naturaliste du jour, qui est toujours dans la forêt vosgienne et qui nous parle de l'importance des arbres pour la faune sauvage. Oui Vincent, alors tout à l'heure nous avons vu des indices qui signalent la présence des gallinacés, la gélinote et le grand tétras des Vosges ici dans cette forêt vosgienne. Maintenant, eh bien que l'on sait qu'ils vivent ici, il faut préserver leur habitat. Alors je retrouve tout de suite Françoise, vous êtes chargée de mission au sein du groupe Tétras Vosges. De quoi ont besoin ces gallinacés dans leur habitat? Ils ont notamment besoin de gros arbres. Parce que ce sont des vieux arbres. Dans les Vosges, les gros arbres sont souvent de vieux arbres. Donc, c'est des arbres où les oiseaux vont pouvoir trouver leur nourriture, puisqu'ils vont pouvoir se nourrir des aiguilles de résineux. C'est l'essentiel de la nourriture en hiver. Et dans ces grosses branches, ce sont des grosses branches aussi qui vont servir de perchoir. Oui. Et dans ces gros houppiers, on va trouver d'autres espèces sensibles importantes dans les vieilles forêts. Donc c'est vraiment très très important pour la biodiversité forestière de conserver ces arbres-là. D'accord. De quoi ont-ils besoin d'autres, nos gallinacés, ici dans une forêt comme celle-ci? Mais ils ont également besoin de la myrtille. La myrtille est vraiment très très importante pour, notamment pour la nourriture. Donc la feuille, le fruit, les petites tiges, les petits rameaux, tout est bon pour le grand tétras notamment, pour la gélinote aussi. Et ce qui est important aussi, c'est la hauteur de cette myrtille. Oui. Puisque là, c'est aussi dans cette myrtille assez haute qu'ils vont pouvoir se tapir au sol pour échapper aux prédateurs. Très bien, donc voilà tout ce dont ont besoin ces gallinacés. Ça, ce sont des informations que Françoise va partager avec vous, Jacques, qui travaillez à l'ONF. Une fois que vous avez tout ça en main, qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement? Donc nous allons désigner ces arbres pour les conserver et qu'ils puissent rester toujours en forêt, qu'ils ne soient pas abattus. Donc vous leur avez mis ce sigle-là qui veut dire on n'y touche pas en gros. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais inversement, il y en a d'autres auxquels vous pouvez toucher. D'accord, oui, parce que la myrtille, il va falloir la développer. Oui. Donc nous allons désigner des arbres pour être abattus, pour pouvoir créer un puits de lumière qui vient renforcer la myrtille. D'accord. Donc ça, c'est le signe qui est ici, ça veut dire que celui-ci, vous pouvez l'abattre. Oui, tout à fait, c'est notre manière de procéder, un flashy et le tampon de l'administration forestière. Je vois également qu'il y a certains arbres qui ont été marqués avec des nœuds jaunes, ça sert à quoi? On est toujours dans l'objectif de favoriser la myrtille qui est pas assez vivante, qui n'est pas assez présente ici. Oui. Donc nous allons couper tous les jeunes épicéas envahissants pour toujours avoir l'objectif de renforcer la myrtille. Voilà, une exploitation forestière qui est raisonnée pour maintenir des habitats nécessaires, indispensables à des espèces menacées comme le sont les gallinacés, la gélinote et le grand tétras des Vosges. Merci beaucoup Hélène, il est temps. Les spinaliens, ils attendent évidemment leur tour de pouvoir goûter aux escargots qui sont dans nos assiettes. Chez vous, j'imagine que vous avez eu le temps de noter la recette. Si ça n'a pas été possible, vous allez sur le site France TV et vous retrouverez les recettes de Midi en France. Là, c'est simple, à condition d'avoir les bons escargots. On se retrouve très vite, bien entendu, et je vous souhaite une bonne journée chez vous.